Règlement. Merci, Monsieur le Président. J'invoque le règlement aujourd'hui, peut-être un peu tard, mais je veux vous signaler que je vais omettre certaines références que je vous les transmettrai sous forme écrite afin que vous et les députés puissent examiner les différents précédents que je vais signaler. Merci, Monsieur le Président. J'invoque le règlement relativement au projet de loi C-38. Mon appel au règlement se fonde sur le paragraphe 68.3 du règlement qui dit qu'aucun projet de loi ne peut être présenté en blanc ou dans une forme incomplète. Tout d'abord, permettez-moi de dire ce que je ne préconiserai pas. Je ne dirai pas que le projet de loi C-38 va trop loin en tant que projet de loi omnibus ou qu'il devrait être divisé. Je dirai par contre que C-38 n'est pas vraiment un projet de loi omnibus, pas du tout, et qu'il ne peut pas bénéficier de la tendance à préparer des projets de loi trop larges et trop complexes. Je demande une décision de votre part que le projet de loi n'a pas été présenté sous sa forme convenable et par conséquent il est imparfait, il doit être mis de côté. Ma première observation porte sur un précédent que vous permettrez d'interpréter. Il s'agit d'une citation de 1982 à la Chambre. Un député avait déclaré que la forme se définit dans le dictionnaire Oxford et que le projet de loi d'après le paragraphe 69 ne doit pas être dans une forme imparfaite. Et on a cité des exemples de cette région. Cela dit, je ne veux pas dire que le projet de loi devrait être divisé parce qu'il est trop grand comme un projet de loi omnibus. Je pense quand même que la Chambre doit agir pour établir des limites relativement au projet de loi omnibus. Le président Lamoureux avait déclaré que certaines limites doivent être établies dans ses réflexions de 1971 sur le sujet. À ce moment-là, il avait dit jusqu'où va-t-on aller? Quel est le point de non-retour? Le député de Winnipeg Centre-Nord et je pense le député d'Edmonton-Ouest ont dit qu'on pourrait en arriver à tel point qu'on n'aurait qu'un seul projet de loi, un projet de loi au début de la session pour l'amélioration de la qualité de vie du Canada qui pourrait comprendre toutes les mesures législatives proposées pour la session. Il s'agirait de projets de loi omnibus avec un O majuscule. Mais est-ce que ce serait acceptable du point de vue strictement parlementaire? Eh bien, c'est une question critique, mais qui sera discutée par la Chambre à un autre moment. Les décisions des présidents Sauvé, Fraser, Parent et Milliken ont confirmé les préoccupations du président Lamoureux, mais il y a aussi une vision traditionnelle de ce que le président ne peut pas se prononcer sur la longueur ou le nombre des affaires qu'on trouve dans un projet de loi. Pas que 20 pages, 420 pages sont trop longues pour un projet de loi omnibus, ni que le fait de modifier, d'abroger ou de refondre 70 lois du Parlement va trop loin. Du moment qu'un projet de loi passe le test et a toutes les apparences d'un projet de loi omnibus, la tradition l'autorise. Pour respecter le règlement de la Chambre, tous les projets de loi omnibus doivent être conformes aux critères de ce qu'est un projet de loi omnibus. En outre, pour qu'il s'agisse d'un projet de loi omnibus de budget, la mesure législative doit se conformer aux règles des lois d'exécution et doivent porter sur les engagements pris dans le budget lui-même. Le critère d'un bon projet de loi omnibus existe déjà. On le voit dans O'Brien et Bosk. On dit un projet de loi omnibus a un seul objectif ou but et le projet de loi doit être intelligible aux fins du Parlement. O'Brien et Bosk dit également qu'une des raisons citées pour la présentation de projet de loi omnibus, c'est de réunir dans une seule mesure tous les amendements découlant d'une seule décision de politique pour faciliter le débat parlementaire.
Autre citation de la 6e édition de Beauchesne, qui a été citée et approuvée par le président Fraser en 1992. Même s'il n'existe pas de règles ou de lignes directrices qui régissent le contenu de projet de loi, il devrait y avoir une pertinence et une cohésion dans le contenu du projet de loi. Il faut qu'il y ait un thème pertinent à la question qui est soulevée par la terminologie utilisée dans le titre long du projet de loi. Comme le président Fraser l'a dit en 1988 dans une décision, la défense essentielle d'une procédure omnibus, c'est que le projet de loi en question, même s'il semble créer ou amender différentes lois distinctes, en effet, a un objectif et un principe qui relie ensemble toutes les mesures et rend le projet de loi intelligible aux fins du Parlement. Le président Fraser a dit également, je crois que cette définition qui avait été présentée par le député de Windsor-West, je crois que cette définition restera au temps et sera utile à la Chambre et au futur président pour les années à venir. Il faut noter qu'en 1982, le projet de loi de l'énergie avait été divisé et que les cloches avaient été sonnées pendant très longtemps. Le projet de loi avait été examiné par le président et qui l'avait cité en exemple d'un projet de loi qui allait trop loin pour réunir un objectif commun. Il en a parlé en contraste avec la loi sur le libre-échange, qui était le contexte dans lequel se situait la question en 1988. La conclusion est claire. Le projet de loi sur l'énergie 1982 ne correspondait pas à la définition d'un projet de loi omnibus qu'il avait présenté, et même si cela vient ajouter à la notion que le titre de projet de loi omnibus ne garantit pas que ce projet de loi sera accepté comme tel. Et dans sa décision, il avait confirmé que le président a le pouvoir de trouver si un projet de loi est ou non dans la forme prescrite, et le président peut déterminer si une mesure législative correspond vraiment à un projet de loi omnibus. Le président Fraser a dit, et je cite, le projet de loi C-130 est effectivement un projet de loi omnibus car il correspond à la définition citée par l'honorable député de Windsor-West. Il a un objectif unique, et bien qu'il modifie plusieurs lois, mais d'après les pratiques de la Chambre, il devrait être examiné. Il est clair, Monsieur le Président, que ce n'est pas par absence de règles que, compte tenu qu'il n'y a pas de règles pour limiter la longueur ou la complexité des projets de loi, on peut présenter des projets de loi qui sont trop longs, trop complexes ou d'une trop grande portée. Mais le président peut déterminer si le projet de loi qui prétend être un projet de loi omnibus peut être considéré comme tel. Les critères sont clairs. Pour être un projet de loi omnibus, un projet doit avoir un objectif unique. Est présenté comme une forme incomplète. Il a échoué là au test et n'est pas un vrai projet de loi omnibus. Point 1. Il a échoué parce qu'il n'est pas thème central, ce principe de base ou objet fondamental qui permettrait de justifier sa forme aux fins de débat ou d'examen. 2. Il a échoué parce qu'il n'établit pas de lien entre les différents éléments du projet de loi C-38 et le budget. 3. Il a échoué parce qu'il omet des actions ainsi que des changements réglementaires et législatifs décrits par les représentants du Conseil privé comme faisant partie du projet de loi C-38. L'omission d'éléments que les ministres et les honorables membres du Conseil privé affirment font partie du projet de loi C-38 confirme que le projet de loi est présenté dans une forme incomplète, qu'il n'est pas présenté prête et qu'il doit être remanié, d'aborder ces manquements l'un après l'autre. Firstly, tout d'abord, le projet de loi C-38 n'a pas de thème pertinent. Ce principe fondamental ou objectif fondamental, et il ne vient pas non plus d'une seule décision politique. Je prévois, Monsieur le Président, que les agents du Conseil privé conservateur réagiront à cet appel au règlement en disant que le thème, c'est le budget. Il s'agit effectivement du projet de loi mettant en œuvre certaines dispositions du projet de loi déposé au Parlement le 29 mars 2012 et d'autres mesures.
Un budget n'est plus simplement une simple déclaration financière comprenant des changements à la loi sur de l'impôt et d'autres mesures fiscales. Il s'agit d'une déclaration de politique et peut donc être considéré comme un thème. Les commentateurs nous ont dit que cette tendance mine le rôle du Parlement dans la surveillance des deniers publics et des mesures législatives. Le professeur Ned Franks, professeur émérite à l'Université Queen, a écrit en 2010 que les projets de loi d'exécution du budget au Canada sont devenus de projets de loi portant des éléments du budget à d'énormes projets de loi omnibus que le Parlement ne peut pas étudier convenablement. Ces projets de loi d'exécution du budget vont à l'encontre des principes normaux de l'examen des projets de loi par les parlementaires. Les risques antidémocratiques de ces projets de loi font en sorte qu'on ne peut pas accepter les liens avec la politique de bonne foi. Il faut savoir s'il y a un lien légitime entre les mesures contenues dans le projet de loi budgétaire omnibus et le budget lui-même. Si ce lien n'existe pas, la loi ne correspond pas à un projet de loi omnibus. Les partis de l'opposition dans les dernières années n'ont pas contesté la nature de ces projets de loi, et ce qui ne peut en soi constituer un précédent. Le silence des partis d'opposition ne crée pas une approbation affirmative des projets de loi omnibus de 2009 et 2010. Je vais revenir au premier critère pour voir s'il s'agit vraiment d'un projet de loi omnibus. Le projet de loi C-38 n'a pas de thème central. Même si on accepte que le budget du 29 mars 2012, comprenant une myriade d'initiatives financières et politiques, représente un objectif fondamental, le projet de loi C-38 contient bien des mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans le budget et qui, en plus, n'ont qu'un mince rapport avec le titre abrégé de l'emploi, la croissance et la prospérité à long terme. Je trouve tout cela bien étonnant. Le projet de loi le budget de 2012 couvre des centaines de domaines et il n'y a pas de limite quant aux sujets qui ont été choisis pour y être inclus. Les cadres du conseil privé ont signé un budget contenant toutes sortes de possibilités, de mesures qui n'ont pas été, qui, sans le projet de loi C-38, ne relèveraient pas du tout du budget. S'il l'avait fait, au moins, les règles du Parlement auraient pu s'appliquer. Le respect de la tradition parlementaire de Westminster et notre rôle de parlementaire n'aura pas été malmené de telle façon. Comme dans le cas actuel, le projet de loi C-38 ne correspond pas au premier critère pour déterminer s'il s'agit vraiment d'un projet de loi omnibus, alors que puisque des mesures de C-38 ne sont pas incluses dans le budget lui-même. Donc, le projet de loi C-38 ne fait pas le lien entre le projet de loi lui-même et le budget. Je vais commencer par les articles qui ont changé la loi sur l'évaluation environnementale au Canada. Quand on parle de rationalisation, on élimine le chevauchement des examens et les échéances. On en a parlé dans le budget, mais le fait que la loi était abrogée n'a jamais été mentionné dans le budget de 2012. Le budget proposait des amendements importants à la loi, mais on n'a jamais dit que la loi serait abrogée et qu'un nouveau cadre législatif serait mis en place. On n'a pas non plus parlé des éléments qui nécessitent un examen fédéral qui existe depuis les lignes directrices de 1980. Le budget n'a pas mentionné non plus la redéfinition générale des examens, des effets qui nécessitent des examens en vertu de la loi. Ces changements ne sont pas pertinents dans le cadre d'une rationalisation. Ces changements-là et d'autres sont constituent un retrait des responsabilités fédérales qui n'a pas été mentionné dans le budget. En outre, la loi sur les pêches n'a jamais été mentionnée dans le budget où que ce soit. Outre les réductions de financement pour le ministère des Pêches et des Océans, le financement accru pour les pêches autochtones et le budget accru des sciences des pêches, les pêches ne sont pas mentionnées dans le budget. Dans le budget, on ne dit pas non plus qu'il faut apporter des changements législatifs pour appliquer d'autres éléments du budget et qu'il faut pour cela revoir au complet la loi sur les pêches. En fait, les changements à la loi sur les pêches qu'on cache dans le projet de loi C-38 vont trop loin. Ce sont des changements radicaux et fondamentaux à l'histoire des pêches au Canada.
4 anciens ministres des Pêches et des Océans qui représentent la politique des pêches de 3 premiers ministres se sont prononcés unanimement pour exiger le retrait de la loi. Et pourtant, les amendements proposés à la loi sur les pêches n'ont pas du tout été mentionnés dans le budget. Ils ne sont pas des changements promis dans le budget. Libre du budget, les changements sur la loi sur les pêches ne sont pas légitimes. Également, on parle de des changements aux fonctions du personnel des Parcs Canada. Les amendements à la loi sur l'Agence Parcs Canada sont peut-être logiques. Cela permettra aux gardiens des parcs d'appliquer d'autres lois pour d'autres organismes, mais ces changements ne sont pas pertinents. On ne peut pas savoir si ce sont de bons changements. Ces changements n'ont rien à voir avec le budget de 2012. Le budget de Parcs Canada est réduit et un nouveau parc national est annoncé sans financement pour la Vallée Rouge près de Toronto. Mais cela n'a pas de rapport avec les amendements apportés à la loi sur l'Agence Parcs Canada. Les amendements à la loi sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Canada pour permettre à l'Office national de l'énergie d'autoriser des pipelines et des lignes de transmission d'électricité n'ont pas non plus été mentionnés dans le budget. Il n'y a pas non plus mention de changement à la loi sur les espèces menacées ou la loi sur les eaux navigables. Les seules mentions sur les espèces menacées sont dans le financement de base. S'il faut revoir les lois pour respecter cet élément du budget, pourquoi ne l'a-t-on pas mentionné? Il n'y a pas de lien non plus entre la référence aux espèces en danger dans le budget de 2012 et les changements législatifs apportés dans C38. Il n'y a aucune mention des changements aux politiques ou aux lois dans le budget relativement à la loi sur la protection de l'environnement ou sur la loi sur la protection des eaux navigables. J'en arrive maintenant à la loi à l'abrogation de la loi sur la mise en œuvre du protocole de Kyoto. On ne peut pas dire que ce soit une surprise. L'exécutif a dit bien clairement qu'il veut répudier les obligations du traité mondial signé par le Canada. Toutefois, Monsieur le Président, il faut voir les règles et les précédents au Parlement. Un projet de loi budgétaire omnibus n'est légitime que s'il est lié à un thème central. Le changement climatique n'est même pas mentionné dans le budget. La Chambre ne peut pas tenir compte de cet avis judiciaire que tout le monde sait que le Premier ministre voulait abolir cette loi. Le Premier ministre et le ministre de l'Environnement ont tous les pouvoirs nécessaires pour présenter une loi à la Chambre pour abroger cette loi. Les conservateurs ont une majorité de sièges à la Chambre et au Sénat, ce qui assure l'adoption des projets de loi qui sont présentés de la façon qui convient. Si les agents du conseil privé disent que le projet de loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité à long terme exige que cette loi soit abrogée, ils devront le prouver. Les divisions du projet de loi n'existeront plus si le Canada se retire du protocole de Kyoto en raison des mesures annoncées par le ministre de l'Environnement en décembre 2011. L'abrogation de la loi, inclus dans le projet de loi C-38, montre encore une fois que le projet de loi C-38 n'a pas de principe central. Passons maintenant à d'autres changements législatifs dont les bases ne se trouvent pas dans le budget. L'un des changements les plus graves du projet de loi C-38 donne la suprématie au conseil privé sur les décisions de l'Office national de l'énergie. Ce changement à la loi sur l'Office national de l'énergie n'a pas été mentionné dans le document du budget. Il n'y a pas eu de note d'explication communiquée non plus. Il n'y a aucun lien avec quelque thème que ce soit dans le contexte d'un organisme quasi-judiciaire qui a toujours fait preuve de grand professionnalisme. Il n'y a aucune explication et il est donc impossible de trouver quelque lien que ce soit avec d'autres aspects du projet de loi C-38. Je ne pensais pas qu'elle lirait tout ça. 23 pages. Voilà. Même chose pour les modifications visant à transférer la responsabilité d'étudier les activités du Service canadien de renseignement de sécurité au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité annoncé par le budget 2012. Tenter de trouver un thème pour convive
à la fois l'abrogation de la loi mise en œuvre du protocole de Kyoto, l'éviscération de la protection des pêches et de l'habitat marin et l'élimination du bureau de l'inspecteur général de CCRS est un exercice conçu pour garantir les maux de tête. Les nouvelles dispositions portant sur les décisions en matière de libération conditionnelle continuée dans la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n'ont rien à voir avec le budget. Il n'existe aucun rapport logique, voire illogique, entre des mesures budgétaires et ces changements proposés par le projet de loi C-38. L'abrogation de la loi sur les justes salaires et les heures de travail n'est pas mentionnée dans le budget de 2012. L'abrogation de cette loi pourrait avoir de graves conséquences. De plus, elle n'a aucun lien avec d'autres aspects du projet de loi C-38, ce qui confirme que C-38 n'a aucun thème central. One of the most profound changes to Canada. Un des plus profonds changements conduits dans le projet de loi C-38 porte sur le renoncement à la souveraineté en matière d'application de la loi. Certaines mesures visant à améliorer la circulation des biens à la frontière sont mentionnées dans le budget. Les dispositions qui permettent aux agents d'application de la loi d'un autre pays en territoire canadien appliquer des lois étrangères est un changement radical. Le Conseil privé a le droit de déposer un projet de loi visant à réduire la compréhension qu'on a de la souveraineté canadienne, mais un tel écart par rapport à ce qu'on entend généralement par souveraineté mérite un débat légitime. Étant donné que les conservateurs ont la majorité, tant que les députés sont tenus par leur whip de respecter la ligne de parti, un tel projet de loi sera adopté. Mais, Monsieur le Président, cette mesure n'est pas liée à l'orientation du budget. Aucune mention ne s'y trouve et donc cela prouve que le projet de loi C-38 n'est pas un véritable projet de loi omnibus. La liste complète des mesures qui n'ont rien à voir avec le budget comprend l'élimination de différents organismes. Je sais que cette liste n'est pas exhaustive, mais elle comprend une bonne part des mesures qui ne comportent aucun lien avec le budget de 2012. Il y a un autre groupe de mesures qui me semblent inhabituelles et qui, selon moi, font en sorte que le projet de loi C-38 n'est pas recevable. Il omet les changements législatifs, réglementaires et autres décrits par les représentants du Conseil privé. L'omission de ces mesures prouve que ce projet de loi est lacunaire. Je pourrais citer de nombreux exemples provenant du débat en deuxième lecture sur le C-38, au cours duquel des membres du Conseil privé et des ministériels se sont prononcés pour des aspects du projet de loi qui ne font même pas partie du projet de loi. Je présume que les ministériels diront que des erreurs ont été faites, que ces erreurs ne peuvent prouver que le projet de loi C-38 est imparfait. Dans d'autres législatures, ça peut être vrai. Une erreur de temps à autre ne peut miner la description que fait le parti au pouvoir de son projet de loi, mais il ne s'agissait pas de simple erreur, il s'agissait de déclarations faites par le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l'Entrevement qui lisaient des notes et ces expressions ont été reprises dans bien des discours. En ce qui a trait à la sécurité des pétroliers et des pipelines, voici ce qui a été dit. Ce projet de loi contribuera à protéger l'environnement. Les pétroliers devront avoir une double coque. Le pilotage sera obligatoire. Le ministre de l'Environnement a dit que le projet de loi dont nous sommes saisis prévoira de nouveaux fonds pour la sécurité marine et des oléoducs. 35,5 millions de dollars sur 2 ans permettront de renforcer le régime de sécurité des pétroliers. Le député de Prince-Georges a dit que l'on rehausserait la sécurité des oléoducs. Le secrétaire parlementaire au commerce international a déclaré « J'aimerais parler du projet de loi portant exécution du budget. Nous allons renforcer la sécurité des oléoducs. »
etc., etc. Le député de West Vancouver Sunshine Coast Sea to Sky Country a aussi fait une déclaration en ce sens, ainsi que le député de Vancouver Nord et le député de Kootenay Columbia. Monsieur le Président, il n'y a rien dans le projet de loi C-38 qui rehausse la sécurité des oléoducs ou des pétroliers. Le document du budget même fait mention de tels changements, mais pas le projet de loi C-38. Et après cette litanie de mesures qui ne figurent pas dans le budget et qui sont mentionnées dans le budget, mais pas dans le projet de loi C-38, le projet de loi C-38 ne contient rien sur le pilotage ou la double coque des pétroliers. Nous avons donc un choix. Nous pouvons conclure que les ministres et les autres ministériels ont délibérément induit la Chambre en erreur, ou, parce que je rejette cette possibilité, j'estime que la seule conclusion, c'est qu'il y a des erreurs dans le projet de loi C-38 qui font que des omissions importantes ont été faites en matière d'évaluation environnementale. Des députés, des ministres ont aussi fait des déclarations sur les nouvelles dispositions qui permettront de remplacer les évaluations fédérales par les évaluations provinciales. Au cours du débat en deuxième lecture, les termes précis et leur répétition nous portent à croire que ces ministres ministériels estiment que le projet de loi est rédigé d'une façon qui n'est pas ce qu'elle est. Ils ont dit, par exemple, que le projet de loi permet aux évaluations environnementales des provinces de remplacer les évaluations fédérales, mais ces dispositions ne seront mises en valeur que si les provinces prouvent qu'elles peuvent se conformer aux exigences fédérales. Le ministre des Ressources naturelles a dit que les provinces pourront substituer leur évaluation, mais seulement si elles ont la capacité et la volonté de mener des évaluations de niveau identique. Le député de Burlington a dit essentiellement la même chose. Il a dit que le projet de loi dit ceci. Je veux que les gens lisent le projet de loi. Il parle de substitution, il ne parle pas d'élimination. S'il y a une évaluation environnementale au niveau fédéral et une autre au niveau provincial, nous pouvons substituer l'une pour l'autre. Mais elles doivent être au moins équivalentes. Et c'est ce qu'a dit le député de Burlington. Monsieur le Président, la substitution des évaluations environnementales est envisagée dans le projet de loi C-38, mais il n'y a aucune exigence relativement à l'équivalence des évaluations. Dans le sommaire, on fait mention d'évaluation équivalente, mais le mot n'apparaît nulle part ailleurs dans les dispositions pertinentes du projet 38. Et les articles pertinents de la nouvelle loi sur l'évaluation environnementale ne prévoient aucun critère à partir desquels on pourrait juger que l'évaluation provinciale serait convenable ou suffisante. Ces exemples de sujets nullement abordés dans le projet de loi C-38, comme la sécurité des pétroliers ou d'autres, prouvent encore que le projet de loi est imparfait. Je ne peux croire que de si nombreux ministériels ont voulu induire la Chambre en erreur. Ils ont tout simplement suivi ou ils croyaient clairement que le projet de loi C-38 correspondait à la description qui avait été donnée à la Chambre. Tous ces discours, d'ailleurs, avaient été rédigés d'avance par le cabinet du Premier ministre. Qu'il s'agisse de rédaction rapide ou d'autres erreurs, le projet de loi ne répond pas à la description qui a été donnée par 3 membres du Conseil privé ainsi que par de nombreux ministériels. Il est imparfait et devrait être retiré. Je souhaite mettre en avant un ultime argument pour vous convaincre de rejeter le projet de loi C-38 comme contrevent au règlement de cette Chambre. Le voici. Il met en péril le respect de la personne morale de cette institution. I recall the words of the late journalist. Je me souviens de ce qu'a dit James Travis, James Travis, journaliste éminent, alors que nous participions tous les deux à une émission de télé. Il a indiqué que nous n'avions plus de démocratie au Canada. Si vous allez à Ottawa de nos jours, ce que vous verrez, c'est un parc d'attractions sur la démocratie. C'est ce qu'il a dit.
Je refuse de croire que c'est le cas, Monsieur le Président. Je reconnais que la démocratie n'est pas un état permanent d'existence. Ce peut être... la démocratie peut être gagnée, comme dans le cadre du printemps arabe, et la démocratie peut être perdue par le biais de la violence ou par le biais de la négligence. Il faut donc être très vigilant. Il faut de l'ouverture. Et ce qu'on fait de façon furtive mène à une perte de respect pour les institutions démocratiques. La lumière est nécessaire et les nombreuses mesures législatives contenues dans le projet de loi C-38 devraient être déposées séparément et étudiées selon leur propre mérite. Permettre au projet de loi C-38 de passer pour un projet de loi omnibus minera encore plus l'intégrité de nos institutions. Dans les médias, on sait que le projet de loi C-38 est une tromperie et je donne des exemples de ce qu'ont dit des observateurs comme Andrew Cohn qui a dit « Le projet de loi portant exécution du budget est loin d'être ce que dit son nom. Le projet de loi C-38 est d'une envergure qu'on n'a jamais vue ou même tolérée auparavant. Il n'y a aucun thème commun entre ces différentes mesures législatives, pas de grands principes qui sous-tendent tous ces changements. C'est tout simplement un smorgasbord. John Iveson du National Post a dit que rien n'excusait cette approche. Pas même l'urgence, car selon lui, et je cite, « Rien n'est si urgent qu'elle justifie qu'on mette fin ainsi à 145 ans de tradition parlementaire. Quelque part, quelqu'un au sein du cabinet du Premier ministre a décidé qu'il fallait inclure dans ce projet de loi le plus de mesures litigieuses possibles afin de minimiser les retombées politiques. » Terry Glavin a dit dans le Citizen, le projet de loi C-38 est un monstre. C'est un projet de loi omnibus qui prétend être un projet de loi budgétaire, mais en fait, c'est un projet de loi qui présente, modifie et abroge près de 70 lois fédérales. Et il a été présenté, dis-je, d'une façon sans précédent dans l'histoire du Parlement canadien. Dan Gardner a écrit le projet de loi C-38 du gouvernement, le projet de loi Mammouth, qui est censé être un projet de loi de mise en œuvre du budget, est en réalité un grand nombre de projets de loi qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui n'ont rien à voir avec le budget. Inclure ainsi dans un projet de loi toutes sortes de mesures fait en sorte que l'examen sera minimal, surtout si on y ajoute l'attribution de temps et la clôture du débat. Nous, les parlementaires, avons le devoir d'agir comme rempart contre l'abus des pouvoirs, même en présence d'un gouvernement majoritaire. Nos seules défenses sont nos traditions, notre règlement, la préséance et le respect du règlement. Notre espoir est celui d'une décision juste et équitable. Je m'adresse donc à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, sans crainte ni favoritisme, pour que vous rendiez une décision juste et favorable afin de protéger notre démocratie parlementaire, afin de rétablir la confiance du public dans nos institutions et afin d'ordonner le retrait du projet de loi C-38, un projet de loi présenté dans une forme incomplète qui doit être retiré en vertu du règlement. Merci, Monsieur le Président.